dans notre maison, le nom de Daniel résonnait à travers les murs comme une chanson en boucle. S'il toussait, ma mère se dépêchait de préparer une tisane fraîche au gingembre. Si j'avais de la fièvre, c'était « Tu iras bien demain matin. Fais une sieste ». Ces bulletins étaient encadrés. Les miens se perdaient sous des piles de courriers indésirables. Ce n'était pas dramatique. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de « je te déteste », juste l'absence, un silence émotionnel. Je rentrais de l'école et trouvais la famille à table, sans moi. « Oh, on pensait que tu avais déjà mangé », disait mon père. Je ne quitte même pas la télé. Quand Daniel a eu 13 ans, il a eu une fête avec 30 enfants, un équipement de réalité virtuelle loué, et un magicien. Pour mes 16 ans, un rapide, joyeux anniversaire, puis, ma mère m'a demandé si je pouvais tondre la pelouse avant l'arrivée des invités pour le récital de violoncelle de Daniel. Je n'étais pas jaloux. J'étais affamé. Quand le lycée s'est terminé, le message était clair et net, Daniel allait faire de grandes choses, et j'étais seul. Il a été accepté dans une université privée. Mes parents ont célébré comme s'il avait gagné une médaille d'or olympique. Moi, je me suis discrètement inscrit à l'université communautaire et j'ai pris mon deuxième emploi. Je ne leur ai même pas dit. Les matins, je réapprovisionnais les produits frais dans une épicerie. Les soirs, je livrais des pizzas, avec un GPS à moitié cassé et une bouteille de soda qui fuyait, roulant sous mon siège. Je suis devenu le meilleur ami des parkings. Les nuits où je n'avais pas les moyens de payer l'essence pour rentrer, je me recroquevillais sur la banquette arrière de ma Civic cabossée, serrant mon sac à dos et essayant d'ignorer le bourdonnement des moustiques, et la douleur dans le bas de mon dos. Pourtant, malgré tout cela, l'épuisement, l'isolement, les repas sautés, je m'accrochais à quelque chose d'irrationnellement porteur d'espoir, un rêve. Je regardais les réverbères à travers des fenêtres embuées et j'imaginais un avenir. Un avenir où j'aurais un vrai travail, peut-être un appartement avec de la peinture écaillée, mais du chauffage qui fonctionnait, et un chien qui ne se souciait pas de mon compte bancaire. Je voulais la paix plus que le succès. Mais le succès ne ferait pas de mal. J'ai continué à travailler dur semestre après semestre. Mes notes n'étaient pas mauvaises, mais entre les quarts de travail et le manque de sommeil, elles n'étaient pas non plus exceptionnelles. Je n'attendais pas de miracle. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un me sauverait. Puis vint le mardi le plus étrange de ma vie. J'étais à la moitié de mon quart de travail, garé en double file devant un cabinet dentaire. J'équilibrais une pizza au pepperoni dans une main et une bouteille de 2 litres dans l'autre, quand une BMW noire et élégante s'est arrêtée derrière moi. La vitre s'est abaissée, et j'ai vu un visage que je n'avais pas vu depuis près d'une décennie. « Michael », dit l'homme, en plissant les yeux. Il ressemblait à une version plus âgée d'une photo de famille, la même mâchoire, les mêmes yeux que mon père, mais avec de meilleures chaussures. C'était oncle Rick, le riche, celui dont mes parents disaient toujours qu'il était trop arrogant pour son propre bien, et qu'il trafiquait probablement les comptes. Il n'était pas venu à un dîner de fête depuis que j'avais 12 ans. Je clignais des yeux en le regardant, là, dans mon polo taché de graisse et avec mon badge nominatif. « Oncle Rick », dis-je, en déplaçant maladroitement la boîte à pizza. Il se cala dans son siège, siffla, et rit. « Eh bien, zut, tu as bien grandi. Tu fais des livraisons maintenant ?» Je hochai la tête, les joues en feu. « Oui, juste à temps partiel. » Son sourire s'est un peu estompé. « C'est ton activité principale, ou ?» Je haussai les épaules. 2 emplois, plus les cours. Rick me regarda un instant, puis il tendit la main vers son portefeuille et me donna une carte de visite. « Viens me voir demain, dit-il. » Sérieusement ? Je ne savais pas encore ce qui se passait, mais c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me regardait sans y voir une déception. Le lendemain matin, je regardais la carte de visite comme si c'était un piège. Elle était lourde, en carton épais, le genre qu'on ne voit que dans les films ou les publications vantardes sur LinkedIn. Rick Carlton, fondateur et PDG, Stratex Holdings. Ça sentait l'argent. Une partie de moi s'attendait à ce qu'il me lâche, ou que ce soit une blague. Mais quelque chose dans sa voix la veille avait sonné vrai, curieux, peut-être même inquiet. J'ai pris le bus pour le centre-ville, portant les vêtements les plus propres que j'avais, des kakis qui me convenaient encore depuis le lycée, et une chemise que j'avais repassée une fois avec un fer à lisser d'hôtel dans les toilettes d'une station-service. Je ne savais pas quelle odeur aurait le bureau d'un PDG,
mais ce n'était sûrement pas des nœuds à l'ail et de la sueur. Quand je suis entré dans le hall du bâtiment StreetX, j'ai eu l'impression d'être entré dans un autre univers. Des sols en marbre, des plantes qui ne semblaient pas fausses. Une réceptionniste avec une oreillette me regardait comme si j'étais un bug dans la matrice. « Michael », dit-elle après avoir confirmé mon nom. « Monsieur Carlton vous attend. » Ascenseur jusqu'au 18e étage. Quand j'ai atteint le dernier étage, je transpirais déjà. Pas à cause des nerfs, mais à cause de la pure incrédulité. Le bureau d'oncle Rick avait une vue sur toute la ville grâce à un mur de verre, et un genre de mobilier en cuir qui vous donnait l'impression de ne pas être digne de s'asseoir. Il s'est levé quand je suis entré et m'a serré la main comme si je n'étais pas seulement son neveu, mais quelqu'un d'important. « Tu as réussi », dit-il. « Un café ? » Bien sûr. Il se servit lui-même, sans assistant, sans chichi. « Asseyez-vous. » C'était un mensonge, juste décontracté, comme si nous étions égaux. « Je dois être honnête, Mike, dit-il en me tendant une tasse. Je ne m'attendais pas à te voir livrer des pizzas. Ton père a toujours dit que tu allais bien. Il a dit que tu étais à l'école, que tu travaillais sur des trucs technologiques. Je ris, un son court et amer. Je suis à l'université communautaire. Je travaille 2 emplois. Je dors dans ma voiture la moitié de la semaine. Alors oui, des trucs technologiques. Les sourcils de Rick se levèrent. Jésus. Il avait l'air sincèrement stupéfait. C'est ce qu'ils t'ont laissé faire? Je haussai les épaules. Je suppose qu'ils avaient de plus grands projets pour Daniel. Rick resta silencieux pendant une longue seconde, puis se dirigea vers son bureau et prit un dossier. Eh bien, j'ai un poste de stagiaire d'été qui vient de s'ouvrir. Ça paie bien. Rien d'extraordinaire au début, tableur, recherche, peut-être aider à l'intégration, mais tu travaillerais sous la direction de mon responsable des opérations. Apprends vite, montre de l'initiative, et j'ouvrirai de plus grandes portes. Je le regardai fixement, incertain si c'était une hallucination élaborée. Pourquoi faites-vous ça? Rick se cala en arrière, l'expression douce. Parce que quand j'avais ton âge, ton grand-père n'a rien fait pour moi. Et je me suis promis que si je voyais un jour quelqu'un de la famille être traité comme je l'ai été, je ferais le contraire. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. Personne n'avait jamais pris ma défense, encore moins un parent qui me connaissait à peine. J'ai dégluti, cligné des yeux plusieurs fois, et j'ai dit, je le prends. Rick sourit. Bien. Tu commences lundi. Achète-toi une chemise décente. Ici, on ne porte pas de polo avec des logos de pizza de dessins animés. En quittant le bâtiment, passant devant la fontaine et les berlines noires brillantes, j'ai vu mon reflet dans une vitre. J'avais l'air fatigué, mal habillé, et complètement déplacé. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas invisible. Le premier jour, je suis entré dans le bureau de StreetX, l'air d'un enfant qui s'était égaré dans le mauvais bâtiment lors d'une sortie scolaire. Mes kakis de friperie étaient trop courts, laissant mes chevilles à l'air. Le col de ma chemise ne voulait pas rester plat, peu importe à quel point je le suppliais, et mes chaussures couinaient à chaque pas. Je faisais le bruit d'une souris anxieuse se faufilant sur un sol ciré. La réceptionniste m'a tendu un pack de bienvenue et un badge, comme si elle me donnait une seconde chance dans la vie. « Bienvenue à bord, Michael », dit-elle gaiement. J'ai souri en retour, même si mon estomac faisait des cabrioles. Quand l'ascenseur s'est ouvert au 18e étage, la différence de pression atmosphérique semblait psychologique. Tout le monde ici marchait comme s'ils savaient où ils allaient, comme s'ils avaient un restaurant de sushi préféré et un portefeuille boursier. J'ai rencontré Karim, mon superviseur direct, dont la voix avait la puissance de 5 expressos et d'un TED Talk. Il portait une chemise boutonnée qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe de lycée, et des chaussettes avec des canards. « Ne faisons pas semblant que ce n'est pas bizarre », dit-il en me serrant la main. « Ton oncle est quelqu'un d'important, mais je ne fais pas de népotisme. Je fais des résultats. Ça te va? » Plus que ça, dis-je, terrifié, en fait. Il rit. Parfait. Tu te débrouilleras très bien. Les premiers jours, j'avais l'impression d'avoir été parachuté dans un pays étranger avec rien d'autre qu'un guide de conversation cassé. Les gens utilisaient des acronymes comme s'ils jouaient au bingo, KPI, RI, CRM, QBR. J'étais à 2 abréviations de pleurer.
mais je restais tard, prenais des notes, observais comment les gens s'habillaient, parlaient, et organisaient leurs agendas comme de petits dieux d'Outlook. Rick passait tous les 2 jours, non pas de manière ostentatoire du genre « regardez mon cas de charité », mais discrètement. « Besoin de quelque chose ?» demandait-il, sirotant un double expresso qui sentait l'argent. « Une sieste et une greffe de cerveau », répondais-je. Il souriait toujours et disait « tu fais déjà mieux que tu ne le penses ». Cela m'a frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Personne ne m'avait jamais dit que j'allais bien, encore moins que je faisais mieux que je ne le pensais. De mes parents, j'étais habitué à entendre des choses comme « fais plus d'efforts » ou « Daniel l'aurait fait plus vite ». À la 2e semaine, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à aimer être ici. J'ai commencé à me sentir à ma place. Karim me confiait de vrais projets, pas seulement des courses pour le café ou des tâches d'imprimante, mais de vrais rapports à préparer. Les gens demandaient mon avis. Un analyste senior a même complimenté la façon dont j'avais formaté un tableau de bord. Je voulais encadrer cet email. J'ai déménagé de ma voiture et j'ai emménagé dans un minuscule appartement partagé au-dessus d'une librairie qui sentait la poussière et les vieux rêves. La première nuit où j'ai dormi sur un matelas, un vrai matelas, j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que mon dos ne criait pas d'agonie pour la première fois depuis des mois. Une nuit, inspiré et peut-être un peu arrogant, j'ai posté une photo sur LinkedIn, juste moi à mon bureau, souriant comme un gremlin privé de sommeil dans une chemise à bas prix. La légende disait, jour 30. De dormir dans ma voiture a commencé un nouveau chapitre. Long chemin devant, mais enfin, j'avance. Je n'ai pas tagué Rick. Je n'ai pas tagué l'entreprise. Juste une victoire simple et discrète. L'algorithme avait d'autres plans. La publication est devenue modestement virale. Apparemment, les gens aiment les belles histoires d'outsiders. Un recruteur a commenté. Un ancien professeur m'a envoyé un message. Un étranger a proposé de m'offrir un déjeuner juste pour entendre le reste de mon parcours. Mais le message qui m'a glacé le sang est arrivé. Un SMS de ma mère, Michael, est-ce vrai que tu travailles pour Rick? Nous avons vu une publication. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai fixé l'écran comme s'il avait insulté mes ancêtres. Puis le deuxième message est arrivé, Daniel demande. Il est vraiment blessé que tu n'aies pas partagé ça avec nous. Bien sûr. Daniel est blessé. Mais le monde survivrait-il? Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'essayais encore de comprendre ce que je ressentais, et s'il me manquait réellement ou s'il manquait simplement à ce que j'étais en train de devenir. Le lendemain du SMS de ma mère disant « Daniel est blessé », j'ai reçu une demande de connexion de sa part sur LinkedIn. Elle n'avait pas reconnu mon existence sur les réseaux sociaux depuis des années. Son profil avait toujours l'une de ces silhouettes grises par défaut, et une biographie qui disait « Fière maman de Daniel Bluart ». Aucune mention d'un deuxième fils. Puis sont arrivés les messages « Tellement fier de toi, mon chéri. Nous avons toujours su que tu avais du potentiel. Tu devrais venir dîner bientôt. Ça fait trop longtemps. Daniel vient de lancer son application pour le campus. Vous pourriez travailler ensemble. Peut-être la présenter à ton oncle. » La dernière m'a fait rire aux éclats, un rire bruyant et sifflant. Daniel, qui disait autrefois que je sentais la misère, voulait maintenant mon aide pour présenter son devoir glorifié à Rick. Pendant ce temps, j'étais enseveli sous du vrai travail. Karim m'avait impliqué dans une négociation avec un fournisseur, et Rick avait commencé à me transférer des emails directement, pas seulement des tâches de stagiaire, mais de vraies décisions sur lesquelles donner mon avis. Un après-midi, après une réunion, il m'a fait signe d'entrer dans son bureau et a pointé du doigt un organigramme que j'avais soumis. « Tu as déjà pensé à un poste à temps plein, Mike? Après tes études ?» J'ai cligné des yeux. Je veux dire, oui, mais je ne pensais pas être prêt. Rick se pencha en arrière, un sourcil levé. La plupart des gens ne le sont pas. On apprend en faisant, mais tu as une bonne tête et un œil aiguisé. Tu travailles comme quelqu'un qui a été écarté et qui sait comment se réintégrer. Je voulais me tatouer cette phrase sur les côtes. Je suis parti de son bureau ce jour-là avec une lettre d'offre pour un poste permanent après l'obtention du diplôme, analyste d'opération de niveau intermédiaire, un vrai salaire, des avantages sociaux, des congés payés. Je tenais le papier comme s'il pouvait disparaître si je clignais trop fort des yeux.
Le week-end suivant, je suis retourné à mon ancienne épicerie, pas pour travailler, juste pour me souvenir. J'ai acheté un soda au distributeur dans la salle de pause, et je me suis assis là où j'avais l'habitude de pleurer entre les quarts, fixant mon badge nominatif, me demandant si je serais un jour plus qu'un simple remplaçant dans la success story de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'avais ma propre histoire, mais la famille continuait à fouiner dans les pages. Mon père m'a envoyé un email, ce qui était en soi un miracle, car je suis sûr à 90% qu'il pense que les ordinateurs ne sont que des télés avec un clavier. Le message était court, nous sommes contents que tu te sois repris en main. Il est peut-être temps d'oublier le passé. Viens à la maison pour l'anniversaire de Daniel ce dimanche. Il serait ravi de te voir. Bien sûr qu'il le voudrait, surtout si je me présentais en tenue décontractée professionnelle et que je lâchais des phrases comme « projection du 3e trimestre » et « partenariat stratégique ». J'entendais déjà la conversation « Waouh, Michael a vraiment réussi ». Oui, travailler pour Rick, de toutes les personnes. Je suppose qu'il est enfin utile. Nous avons toujours dit qu'il avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Je ne leur manquais pas. Ils regrettaient la version de moi qu'ils pouvaient maintenant exhiber lors des fêtes. Et voici le fait, je ne leur devais absolument rien. Je n'étais plus l'enfant effrayé espérant des miettes d'attention. J'avais un emploi, un foyer, un mentor qui s'en souciait vraiment. Et pour une fois dans ma vie, j'avais une colonne vertébrale qui n'était pas faite d'excuses. Quand le dimanche est arrivé, je ne suis pas allé à l'anniversaire de Daniel. J'ai plutôt fait une promenade avec Rick. Nous avons pris un café et nous nous sommes assis au bord de l'eau. Il n'a pas insisté. Il a juste écouté. Tu n'as pas à les laisser revenir dans ta vie, tu sais, dit-il finalement. Le lien du sang n'est pas un laissez-passer gratuit pour ta paix. J'ai hoché la tête lentement, mes mains serrées autour d'une tasse en papier de quelque chose de trop cher et au goût de citrouille épicée. Je sais, dis-je. Je n'aurais juste jamais pensé être celui qui aurait le choix. La semaine après l'anniversaire de Daniel, j'ai reçu un SMS de sa part. Rien que ça, c'était bizarre. Daniel m'avait à peine reconnu en dehors des discussions de groupe familial, le genre où j'étais généralement le seul à ne pas obtenir de réponse. Son message était civil, « Salut mec, longtemps sans nouvelles. J'ai vu ta publication. Fier de toi. J'aimerais qu'on se revoie un de ces jours. » Je l'ai fixé longtemps. Pas de faute de frappe, pas d'émoji, juste ce ton calme et calculé de quelqu'un qui était sur le point de demander quelque chose. Je n'ai pas répondu tout de suite. 2 jours plus tard, il a relancé, « Tu sais, j'y ai pensé, peut-être qu'on pourrait déjeuner. J'aimerais savoir comment tu as réussi à t'entendre avec oncle Rick. Tu as toujours eu une bonne tête pour les trucs de système. » Cette partie m'a fait rire. Daniel disait, « Je ne fais pas de tableur. » C'est le truc de Mike, sur le même ton que quelqu'un pourrait dire, « Je ne fais pas de maths. » Maintenant, il me traitait de « gars des systèmes. » J'en ai parlé à Rick autour d'un café. Il me contacte, dis-je. Devrais-je répondre? Rick remua son expresso et me lança le genre de regard pour lequel les thérapeutes facturent probablement $200 de l'heure. Tu veux le faire? Demanda-t-il. C'était la partie difficile. Il y a 1 an, j'aurais dit oui sans hésiter. J'aurais rampé sur du verre juste pour entendre Daniel dire quelque chose de gentil. Mais maintenant, je pouvais entendre les rouages tourner derrière ses mots. Je crois qu'il veut quelque chose, dis-je finalement. Rick hocha la tête. Les gens n'aiment probablement pas voir quelqu'un qu'ils ont sous-estimé réussir. Cela les met mal à l'aise. Je n'ai pas répondu à Daniel. Je n'en avais pas besoin. Mais le silence n'a pas duré. 1 semaine plus tard, ma mère a appelé. Cette fois, ce n'était pas seulement une curiosité polie. Sa voix avait un ton répété, comme si elle essayait de paraître décontractée et au courant, mais elle trébuchait constamment sur ses propres intentions. Alors elle a dit, « Ton père et moi parlions, et nous pensons juste que c'est incroyable le chemin que tu as parcouru. Tu as vraiment grandi, Michael. » Merci, dis-je prudemment. Et elle a continué, « Eh bien, la start-up de Daniel entre dans cette phase de croissance cruciale. Tu sais, il a construit une application si brillante. Elle connecte les étudiants à des missions freelance en temps réel. C'est tellement moderne. Bref, il cherche à la présenter à de vrais investisseurs. Et puisque tu travailles avec Rick. Ça y était.
J'ai laissé le silence s'installer. Je ne prends pas de décision d'investissement, maman. Oh, bien sûr que non. Mais tu pourrais, tu sais, en parler à Rick. Juste lui transmettre l'information. La famille est de la famille. La famille est de la famille. La même famille qui avait un jour oublié de venir me chercher à l'école parce que Daniel avait un rendez-vous chez le dentiste. La même famille qui m'avait dit de me débrouiller quand je ne pouvais pas me payer les manuels scolaires. J'ai mis fin à l'appel poliment. Puis j'ai mis mon téléphone sur silencieux et j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement pendant un long moment. J'étais fatigué, pas de la manière physique que j'avais connue, fonctionnant avec 3 heures de sommeil et 2 emplois, mais fatigué d'être traité comme un atout maintenant que j'avais de la valeur. Au travail, je prospérais. Karim m'avait confié un projet d'intégration de fournisseurs qui impactait directement nos opérations du 4e trimestre. J'ai présenté lors d'une réunion pour la première fois. Moi, le gars qui transpirait à travers sa chemise juste en demandant des congés à l'épicerie. Mais à la maison, si l'on pouvait appeler cela ainsi, le calcul émotionnel n'avait pas changé. J'étais toujours un outil, une connexion, un moyen d'atteindre une fin. Cette nuit-là, Rick m'a appelé pour une fois. J'ai une invitation pour un événement de réseautage privé ce vendredi, dit-il. Petit groupe, fondateurs, investisseurs, quelques responsables d'opérations. Tu veux venir ? J'ai hésité. Ne serais-je pas déplacé ? Tu es déjà dans la pièce, Mike, dit-il. Il est temps d'arrêter de rester dans le couloir. Je me suis tenu devant mon placard, un placard ridiculement petit, essayant de décider quelle chemise me ferait paraître comme si je n'avais pas accidentellement atterri dans une soirée de millionnaires directement de la rue. La seule chose accrochée qui ne criait pas, stagiaire chez Best Buy, était un blazer anthracite que Rick m'avait offert quelques semaines plus tôt. Il avait encore les étiquettes. Je n'avais jamais eu d'endroit assez digne pour le porter jusqu'à présent. L'événement de réseautage a eu lieu sur un toit au centre-ville, le genre d'endroit où le champagne avait le goût de la richesse et où les mini-hors-d'œuvre nécessitaient un traducteur pour être prononcés. Tout le monde avait l'air d'être sur le point de conclure une fusion ou de voler un vaisseau spatial. Rick m'a rencontré à l'ascenseur, l'air impeccable. Il a dit, nerveux. J'ai hoché la tête, sur une échelle de un avol d'identité, très. Il m'a tapé dans le dos. Tu as ta place ici plus que la moitié d'entre eux. Ne dis simplement pas, synergie, à moins que ce ne soit une urgence. Les 10 premières minutes ont été terrifiantes. Je planais près du plateau de fromage comme si c'était la base dans un jeu de loup corporate. Mais ensuite, quelqu'un m'a interrogé sur mon travail, et j'ai répondu avec prudence au début, puis avec une confiance que je ne savais pas posséder. À la fin de la soirée, j'avais échangé des cartes de visite avec le directeur de la chaîne d'approvisionnement, une conversation complète sur l'IA logistique, et n'avais renversé qu'un seul petit verre de vin. Rick m'a observé tout le temps, non pas comme un garde du corps, mais comme quelqu'un qui savait exactement le chemin parcouru. Alors que la foule s'éclaircissait, il s'est penché et a dit, « Tu n'as rien simulé ce soir. C'est comme ça que tu sais que c'est réel. » J'ai souri, et pour une fois, je l'ai cru. Le lendemain matin, la réalité m'a frappé en pleine face sous la forme de Daniel, debout devant mon appartement. Je ne sais pas comment il a trouvé mon adresse. Probablement maman, elle n'a jamais rencontré de limite qu'elle n'ait pas franchie comme une ligne d'arrivée. Il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, sweat à capuche de marque, coupe de cheveux parfaite, et l'arrogance de quelqu'un qui n'a jamais eu un chèque sans provision de sa vie. « Salut », dit-il comme si nous nous étions parlé la veille. « J'espère que ce n'est pas bizarre. »« Ça l'est », dis-je, sans ouvrir la porte moustiquaire. « Écoute, je veux juste parler. 2 minutes, s'il te plaît. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Il a fait le tour comme s'il visitait une propriété. « Waouh, c'est sympa. Tu as vraiment amélioré. Je ne t'ai pas invité pour une visite. » Il s'est assis sur mon canapé. Mon canapé. Et il m'a regardé comme si nous étions égaux, comme s'il n'avait pas ignoré chaque difficulté que j'avais rencontrée. Alors il a dit d'un ton désinvolte, « J'ai quelque chose à te demander et je voulais le faire en face à face, d'homme à homme. » Je n'ai rien dit, me contentant de croiser les bras. Mon application, Freelance Link, elle gagne en traction, le campus en parle, nous faisons des tests bêta le mois prochain. Je veux la présenter à Rick et je me suis dit, tu sais, puisque tu es dans le coup, peut-être pourrais-tu faciliter un peu les choses.
Ça y était. La demande. J'ai laissé le silence s'étirer. Écoute, a-t-il ajouté rapidement. Je sais que nous n'avons pas toujours été proches, mais tu dois comprendre, maman et papa, ils m'ont toujours tellement poussé. Je n'ai pas eu la vie facile non plus. C'était fort de café. Tu avais une voiture avant que j'aie un matelas, dis-je. Tu as eu des tuteurs, des entraîneurs, toutes les opportunités. Et j'ai été oublié à mon propre anniversaire. Il a grimacé légèrement. C'était une année difficile. Non, Daniel, c'était juste ma vie. Il avait l'air stupéfait. Peut-être pensait-il que je me soumettrais. Peut-être pensait-il encore que j'étais ce même enfant fatigué et affamé, trop désespéré pour dire non. Mais je ne l'étais pas. Je ne suis pas ta porte d'entrée, dis-je fermement. Si ton idée est bonne, présente-la toi-même. Je ne suis pas ton raccourci. Il se leva, son expression devenant aigre. Waouh! Alors tu goûtes enfin au succès et maintenant tu es trop bien pour ta propre famille. Je le fixai. Non, dis-je. Je suis enfin bon pour moi-même. Il y a une différence. Il n'a pas claqué la porte en sortant. Cela aurait requis de la conviction. Au lieu de cela, il est parti avec le même sentiment de droit qu'il avait en entrant, agacé que le monde ne lui ait pas donné ce qu'il demandait. Cette nuit-là, j'ai raconté à Rick ce qui s'était passé. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il sans hésiter. Les gens essaieront de profiter de ton élan, surtout ceux qui ne t'ont jamais aidé à le construire. J'ai hoché la tête, le cœur battant. Poser une limite ne devrait pas ressembler à une guerre. Mais quand on a passé toute sa vie à être piétiné, même rester immobile peut ressembler à une rébellion. Le lundi après que Daniel se soit présenté sans y être invité, je suis arrivé au travail 10 minutes en avance. Pas parce que j'avais quelque chose à prouver, mais parce que je voulais enfin être là. Karim m'a fait un signe de tête quand je suis passé devant son bureau. Tu as la démarche de promotion, a-t-il plaisanté. J'ai ri. Je pensais que c'était juste de la posture. Au déjeuner, Rick m'a pris à part. Nous sommes allés dans un petit café en face, le genre où le café est servi dans des verres, pas des tasses, et où tout sentait vaguement l'huile de truffe et les tranches d'un pot. Je t'observe, dit Rick entre deux bouchées de salade hors de prix. Tu es vif. Tu écoutes. Tu mènes discrètement, mais les gens suivent. J'ai cligné des yeux. Merci. Ce n'est pas un compliment, répliqua Théil. C'est un avertissement, car les gens vont remarquer, ce qui signifie qu'ils commenceront à tester ta voix. Je n'étais pas sûr où cela menait, jusqu'à ce qu'ils fassent glisser un dossier sur la table. C'était une proposition, un projet interne complet impliquant notre système logistique, et en bas, chef de projet Michael nom de famille. Tu veux que je gère ça? Il hocha la tête. Nous te donnerons une petite équipe, rien d'énorme, mais c'est à toi du début à la fin. Ce n'était pas seulement une promotion. C'était de la confiance. La preuve que je n'étais pas un cas de charité ou une faveur familiale. J'avais gagné cela. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi plus lentement que d'habitude. Pas parce que j'étais fatigué, mais parce que je voulais m'imprégner de l'instant. Je me suis arrêté chez un vendeur de rue et j'ai acheté un wrap falafel, puis je me suis assis sur les marches de mon immeuble comme autrefois, quand je ne pouvais pas me permettre d'acheter des provisions. À l'époque, je mangeais des croûtes de pizza froide et je faisais semblant de ne pas pleurer. Maintenant, j'étais assis sous le même réverbère, mais je n'étais plus la même personne. La confrontation avec Daniel avait laissé une marque. Bien sûr, je l'avais rejoué dans ma tête une douzaine de fois. J'avais pensé à ce que j'aurais pu dire différemment, si j'aurais dû être plus gentil, plus dur, plus froid. Mais chaque fois que je revivais le souvenir, j'arrivais à la même vérité. Je ne lui devais pas de douceur juste parce que nous partagions le même ADN. Je ne lui devais rien. Cette pensée me faisait de moins en moins peur chaque jour. De retour au travail, j'ai démarré sur les chapeaux de roue. Le projet que Rick m'avait confié n'était pas facile. Il nécessitait de la coordination entre les départements, de la manipulation de données, et de comprendre pourquoi nos chaînes de fournisseurs avaient encore le temps de réponse d'un modem RTC. Mais pour la première fois de ma vie, je voulais les choses difficiles. Cela ressemblait à construire un avenir de mes propres mains, au lieu de supplier pour être inclus dans celui de quelqu'un d'autre. Et les gens l'ont remarqué.
Karim m'a donné son ancien bureau debout. Ne sois pas arrogant. Je déteste être assis. Et ma boîte de réception est passée de « Salut, peux-tu réparer cette feuille de calcul ?» Ah, Mike, peux-tu diriger cet appel? Un après-midi, j'ai vu mon reflet dans la vitre du bureau pendant une vidéoconférence. Chemise repassée, cheveux pas terribles, concentré, confiant, et j'ai pensé, alors, c'est ça de ne pas avoir besoin de permission pour exister. Rick est passé à mon bureau à la fin de la semaine. Alors, dit-il, tu as l'impression d'être enfin sur la bonne voie. J'ai hoché la tête. Oui, et c'est la mienne. C'est la meilleure partie. Il a souri. Je te l'avais dit que tu avais la tête. Il te fallait juste un endroit où les gens n'essayaient pas d'éteindre ta lumière. Nous sommes sortis ensemble ce soir-là, passant devant les lumières du centre-ville, passant devant la vie que je poursuivais autrefois de l'extérieur. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait marquer une pause un instant, je ne courais plus après, je choisissais. C'était un samedi matin quand j'ai reçu l'email. Objet, brunch en famille. Reconnaîtons-nous. Envoyé par ma mère. En CC à tout le monde, moi, papa, Daniel, des cousins, même la grand-tante Linda, qui signe toujours ses SMS, affectueusement, tant elle, le message était enrobé de sucre, mais creux à l'intérieur, nous sommes si fiers du chemin que tu as parcouru, Michael. Nous aimerions t'inviter, célébrer ton succès, et juste être une famille à nouveau. Pas de pression, juste un brunch et de l'amour. J'étais assis là, café en main, relisant les mots comme s'ils faisaient partie d'un scénario que je n'étais plus intéressé à jouer. Le timing était parfait. Je venais de terminer le projet logistique en avance, avec des retours élogieux de 3 départements. Karine m'a fait un coup de poing amical qui s'est en fait transformé en câlin. Eric, eh bien, il a juste hoché la tête et dit, je savais que tu le ferais. Je n'avais jamais été je savais que tu le ferais, de personne avant. Et maintenant, cet email, comme si rien de tout cela ou les années de silence, le dédain, l'affection soudainement opportuniste n'étaient jamais arrivés. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé me promener, me suis acheté une pâtisserie ridicule dans une boulangerie du centre-ville, juste parce que je pouvais. Je me suis assis dans le parc, regardant passer des joggeurs avec leurs écouteurs et leur vie parfaite. Puis je suis rentré chez moi, j'ai ouvert une réponse vierge et j'ai écrit ceci, objet, brunch en famille. Reconnaîtons-nous. Salut maman. Merci pour l'invitation. J'apprécie le geste, mais je pense que ce avec quoi tu espères te reconnecter n'est pas vraiment moi. C'est ce que je suis devenu. Et bien que je sois fier de qui je suis maintenant, cette version de moi n'a pas été construite avec votre soutien. Elle a été construite malgré votre absence. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste assez de donner accès à des personnes qui ne se manifestent que lorsque cela les arrange. Je n'assisterai pas au brunch. Non pas parce que je suis amer, mais parce que je suis occupé à construire une vie où je n'ai pas à me demander si je compte. Dis à Daniel bonne chance avec son application. Michael. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas rafraîchi ma boîte de réception. Je n'ai même pas enregistré une copie dans mes brouillons. J'ai cliqué sur « Envoyer » et fermé mon ordinateur portable. Cette nuit-là, Rick et moi sommes allés boire un verre. Rien d'extraordinaire, juste un bar de quartier avec un café fort et des opinions encore plus fortes. Nous n'avons pas parlé de la famille. Nous n'en avions pas besoin. Au lieu de cela, il a levé son verre vers moi. Au gars qui a réécrit sa propre histoire, dit-il. J'ai souri, tapé mon verre contre le sien, et j'ai dit, aux gens qui pensaient pouvoir m'en effacer.